Bonjour, bonsoir. L'été est là. Peut-être que vous partez bientôt en vacances. Peut-être que vous restez cette année. Peut-être que vous êtes déjà quelque part. Une fenêtre ouverte sur le soir. Et où que vous soyez, il y a ces soirs de début d'été où la lumière s'attarde, s'étire, traîne encore un peu au-dessus des toits, comme si elle n'avait pas envie de nous quitter. Ces soirs où, pendant une minute, on n'a besoin de rien de plus. C'est souvent à ce moment-là, quand tout se pose, que ça revient. La dernière lampe éteinte, le noir d'un coup, plus un bruit. Vous vous allongez et au lieu du repos, quelque chose remonte tout doucement. Pourtant aujourd'hui, quelque chose de bien est arrivé. Le oui que vous attendiez, le message qui a fini par venir, le petit signe que ça avançait. Ce matin, vous auriez tout donné pour l'avoir, et vous l'avez eu. Il y a eu une seconde où quelque chose s'est apaisé en vous. Une seconde. Puis votre regard a filé vers la suite, vers ce qui manque encore. Il y a une phrase, écrite par un homme qui vivait il y a 2000 ans, Sénèque, et elle me suit depuis longtemps. Il disait qu'on peut posséder énormément et rester pauvre toute sa vie, tant qu'on veut toujours un peu plus. Et je pense vraiment que c'est une des choses les plus justes qu'on ait dites sur nous. Parce que ce soir, vous tenez peut-être quelque chose que vous avez attendu pendant des mois, et déjà, sans même le décider, vous regardez la marche d'après. Et il y a quelque chose d'encore plus injuste, qu'on se fait à soi-même sans le voir. Cette chose qu'on a obtenue, on la rabaisse presque aussitôt. On se dit que finalement ce n'était pas si dur, que n'importe qui aurait pu y arriver, que ça ne compte pas vraiment. On n'arrive même pas à se réjouir de ce qu'on a accompli, à s'en accorder le mérite une soirée entière. Comme si au fond, une part de nous était déjà persuadée que la vraie réussite, la seule qui vaudrait, ce serait pour la prochaine fois. Il y a quelqu'un, quelque part en nous, qui ne dit jamais « c'est bon, vous pouvez vous reposer maintenant ». Quelqu'un qui répète seulement « encore ». On finit par croire que c'est notre propre voix. Quand on l'écoute vraiment, une nuit calme comme celle-ci, on entend qu'elle est plus vieille que nous. Elle vient d'un dessin rapporté à la maison, et du premier mot qu'on a entendu, c'est bien, la prochaine fois tu feras encore mieux. D'un bulletin où un regard d'adulte filait droit vers la note la plus basse. D'une tendresse qui arrivait toujours après l'effort. On apprend ça très tôt, que pour être gardé, il faut mériter. Et personne ne nous l'a appris méchamment. Ceux qui nous l'ont transmis l'avaient reçu de la même façon, un cran au-dessus, dans une chaîne qui remonte plus loin que nos souvenirs. C'est très humain. C'est même une manière qu'on a trouvée, tout petit, pour rester dans la lumière des grands. Vous le sentez, on a appris à tenir, à aller bien, à ne pas peser sur les autres. Et le soir venu, seul, le poids de tout ce qu'on a porté dans la journée retombe d'un coup. Là, je crois qu'on se ressemble tous, vous et moi, bien plus qu'on ne l'imagine. Vous êtes peut-être prof de gym, debout depuis l'aube dans une salle qui sent le sol verni. Peut-être indépendant, à courir après 3 dossiers et une facture qui tarde. Peut-être chez vous avec des enfants qui ne s'arrêtent jamais. Ou seul depuis peu, ou en retraite avec des journées devenues soudain très larges. Nos vies n'ont presque rien en commun, et c'est justement ça qui me touche. Cette petite voix, ce manque qui se déplace, cette impression de ne jamais y être tout à fait, on la porte tous. C'est peut-être même ce qui nous relie le plus, sans qu'on n'en parle jamais. Cette chose que vous poursuivez en ce moment, celle qui vous revient le soir quand tout s'éteint, il se peut que vous ne l'ayez pas vraiment choisie. Moi non plus, certains soirs, je ne sais plus très bien qui me l'a mise dans la tête. Il y a un objet qu'on a tous attendu, un jour. Pour vous, c'était peut-être un téléphone. Le soir où vous l'avez sorti de la boîte, retirez le film tout doucement, rangez chaque chose à sa place.
Il y avait là une petite joie nette, presque enfantine. 3 semaines plus tard, c'est le téléphone. L'écran garde la trace de votre pouce, vous le posez n'importe où, et il vous arrive même de lire un article sur celui qui sortira l'an prochain. Le compliment qu'on espérait, lui, nous réchauffe un après-midi entier. Quelques jours après, il s'est dissous sans laisser de traces, et déjà une part de nous attend le suivant. Je trouve ça fascinant et un peu triste. Tout ce qu'on obtient devient normal, vite, beaucoup plus vite qu'on ne l'aurait cru. La première fois qu'on a eu un endroit à soi, même une seule pièce, même une porte qu'on pouvait enfin fermer derrière soi, il y a eu un instant suspendu. Aujourd'hui, c'est juste là où on rentre. Ce qu'on gagne, qui nous aurait paru inespéré il y a quelques années, est devenu la somme ordinaire, celle qui ne tient jamais tout à fait jusqu'au bout du mois. Nos besoins ont grandi à la vitesse exacte de nos moyens, sans même qu'on s'en aperçoive. Chaque chose obtenue se transforme en point de départ. Le sommet d'hier devient le sol d'aujourd'hui. On grimpe, et le paysage grimpe avec nous, et on reste à la même hauteur par rapport à l'horizon, quoi qu'on fasse. Voilà pourquoi aucune somme n'est jamais la bonne, et pourquoi aucun palier ne semble jamais le dernier. Le plus fou, je trouve, c'est qu'on court même à l'intérieur des bons moments. On vit quelque chose de beau, et avant d'y être vraiment, on lève l'appareil pour le garder. On cherche l'angle, la lumière. On en fait 3, on choisit. Quand on repose le tout, le moment a déjà filé, et on l'a d'abord vécu pour quelqu'un d'autre, ailleurs, qui ne le verra peut-être jamais. On a enfin quelques jours libres, attendus depuis des semaines. Et dès le matin du 2e jour, une petite inquiétude s'installe. Ça passe trop vite. La moitié est presque finie. On est encore dedans, et on le regrette déjà, comme si une part de nous était partie en éclaireur vers la fin. Et quand on prend du recul, c'est une vie entière qui se construit comme ça, sur des camps. Quand j'aurai fini mes études, je respirerai. Puis quand j'aurai trouvé quelque chose de stable. Puis quand le prêt sera remboursé. Quand les enfants seront grands. Quand je serai à la retraite, enfin, là j'aurai le temps. À chaque étape, on déplace la ligne d'un cran, en se promettant que cette fois ce sera la bonne. Que là, enfin, on commencera à vivre pour de vrai. Et les camps s'enchaînent, décennie après décennie, comme les wagons d'un train qu'on regarde passer sans jamais monter dedans. Pendant ce temps, la vie ne nous attend pas. Elle s'écoule, doucement, sans prévenir. Alors, une question se pose, toute simple. Si la course nous épuise à ce point, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas, juste un peu? Vous avez peut-être déjà essayé, un de ces rares moments où il n'y a vraiment rien à faire. Et au bout de quelques secondes, une gêne monte. On se relève pour ranger quelque chose, on ouvre le frigo sans avoir faim, on se cherche une tâche, n'importe laquelle. Comme si rester immobile sans rien remplir devenait dangereux. Je crois qu'on court aussi pour ne pas entendre le silence. Parce que dans le silence, quand tout s'arrête, quelque chose remonte. Une question qu'on tient sous l'eau depuis des années. Et tant qu'on bouge, on n'a pas à la regarder. Le plus souvent d'ailleurs, ce qui remonte n'a rien d'un monstre. C'est quelque chose de fatigué en nous, de doux, qui voudrait seulement être écouté une fois, sans avoir à le mériter. Cette chose que vous poursuivez, là, vous pouvez la tenir un instant en pensée. Imaginez que vous l'avez, que c'est fait. Et regardez si une autre se dessine déjà derrière elle, toute prête. Si elle est là, cette suivante, sans même que vous ayez à la chercher, alors on sait tous les deux ce que ça veut dire. Au fond, ce qu'on voulait, c'était surtout continuer à courir. Vous savez, il y a quelqu'un qui paye la facture de cette course, en silence, sans jamais se plaindre, pendant des années. Notre corps. Vous le connaissez, ce réveil à 4 heures du matin. Les yeux qui s'ouvrent dans le noir. Et avant même d'être vraiment là,
la liste qui se remet à tourner. Ce que vous avez oublié de faire, ce mail auquel il faut répondre, cette phrase hier que quelqu'un a dite et que vous retournez encore. Le cœur va un peu trop vite pour l'heure qu'il est. Vous fixez le plafond que vous ne voyez pas et vous attendez que ça se calme, en sachant que le réveil sonnera bientôt. Le corps garde la trace de tout ce qu'on lui demande de porter. Regardez votre mâchoire, là, maintenant, en m'écoutant. Il y a de fortes chances qu'elle soit serrée, sans raison. Vos épaules aussi, remontées vers les oreilles, comme si vous vous prépariez à un choc qui ne vient pas. On passe des journées entières comme ça, en tension, sans le sentir, parce que c'est devenu notre état normal. On ne s'en rend compte que lorsque quelqu'un pose une main sur notre nuque et qu'on découvre, surpris, à quel point c'est dur. On respire petit, tout en haut de la poitrine, juste assez pour tenir. Vous l'avez peut-être remarqué un soir en vous asseyant dans votre voiture après une longue journée ou en fermant enfin la porte derrière vous, ce grand soupir qui sort tout seul. Comme si vous aviez retenu votre souffle pendant des heures sans le savoir. Le corps, lui, le savait. Même la nuit ne se repose pas toujours. On s'allonge, le corps s'arrête, et la tête, elle, continue de sprinter. On rejoue la journée, on prépare la suivante, on négocie avec des gens qui dorment depuis longtemps, et on se réveille parfois plus fatigué qu'en se couchant, sans comprendre pourquoi, puisqu'on a dormi. Ce qui est fou, c'est qu'on traite son corps comme un employé infatigable. On lui demande d'être debout, performant, souriant, du matin au soir. On le nourrit vite, debout, l'écran dans une main, sans goûter ce qu'on avale. On le pousse quand il est épuisé, on le fait taire avec un café de plus quand il réclame du sommeil. Et on s'étonne, à 40 ou 50 ans, qu'il commence à envoyer des signaux plus forts. Un dos qui bloque, une fatigue qui ne part plus avec une nuit, une boule au ventre certains matins devant rien de précis. Le corps, dans toute cette histoire, est sans doute notre plus vieil allié. Parce qu'il connaît une chose que la tête a oubliée. Il connaît le mot « assez ». Quand on était enfant, on s'arrêtait de manger quand on n'avait plus faim. On s'endormait quand on était fatigué, n'importe où, sur la banquette arrière, au milieu d'une fête. On pleurait et 3 minutes après, on riait. Le corps savait où était la juste mesure, et il la respectait sans y penser. C'est nous qui, en grandissant, avons appris à passer par-dessus, à manger encore alors que c'est bon, à tenir encore alors que c'est trop, à ignorer le signal, parce qu'il y avait toujours une raison de continuer. Et pourtant, il est toujours là, ce signal. Il n'a jamais cessé d'essayer de nous parler. Ce grand soupir dans la voiture, c'est lui. Cette lourdeur dans les jambes en fin de journée, c'est lui. Cette envie soudaine, parfois, de juste s'asseoir quelque part et de ne plus bouger, c'est encore lui. Le corps nous murmure depuis des années qu'on en a déjà assez fait, qu'on peut poser les choses maintenant, qu'on a le droit. On a juste désappris à l'écouter. Mais je pense avoir une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit parfois de très peu pour renouer avec lui. Pas un grand programme, pas une discipline de plus à ajouter à la liste, juste, de temps en temps, remarquer, sentir ses épaules et les laisser redescendre d'1 centimètre, sentir sa mâchoire et la relâcher, prendre une respiration qui descend vraiment, une seule, jusqu'en bas. Le corps, lui, ne court pas après-demain. Il n'a jamais connu que maintenant. C'est le seul endroit où il sait vivre. Et chaque fois qu'on revient un peu en lui, on revient un peu dans le présent, là où la vie a vraiment lieu. Il vous attend depuis longtemps, votre corps, patiemment, sans rancune, comme un vieil ami qui sait qu'un jour, vous finirez par vous rasseoir à côté de lui. Il faut parler de quelque chose, les autres, le rôle qu'ils jouent malgré nous dans ce manque qui ne se comble pas. Vous étiez bien ce soir, posé, tranquille, et puis le pouce s'est mis à faire glisser tout seul les vies des autres.
Une cuisine plus belle que la vôtre, un couple qui rit sur une plage, le visage de quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, à 20 ans peut-être, et qui semble, de loin, avoir gagné une course dont vous ignoriez même l'existence. En 3 minutes, sans que rien n'ait bougé dans votre vie a paru plus petite. C'est une mécanique étrange et presque personne n'y échappe. On compare notre intérieur à l'extérieur des autres. On connaît nos propres doutes, nos soirs un peu gris, nos comptes qu'on vérifie 2 fois. Et on ne voit que la photo réussie, le sourire calculé, l'instant choisi parmi 100. On voit leurs plus beaux jours. On ne voit pas la dispute juste avant la photo, ni le dimanche vide qui a suivi, ni leurs propres pouces qui défilent le soir devant des vies qui leur semblent à eux plus grandes. Parce que c'est ça qu'on oublie. Pendant qu'on envie quelqu'un, il en envie un autre. Tout le monde court dans la file, chacun les yeux fixés sur le dos de celui qui le précède. Et il y a par-dessus une pression nouvelle que les générations d'avant ne connaissaient pas à ce point. L'impression qu'il faudrait être quelqu'un. Pas seulement vivre une vie correcte, honnête, tranquille. Non, il faudrait se distinguer, réussir quelque chose de visible, avoir une histoire à montrer. Du coup, une vie simple, une bonne vie discrète peut se mettre à ressembler, sous cette lumière-là, à un échec. Alors que c'est peut-être justement tout ce qu'il y a à réussir. Et même quand on gagne, ça ne suffit pas. Imaginez que vous passiez devant celui que vous enviez, que vous l'ayez sa cuisine, son poste, sa vie d'apparence. Quelques jours de fierté peut-être, et puis le regard se relève, et il en trouve 10 autres, plus loin devant, qu'on n'avait pas encore remarqués. La comparaison est un puits sans fond. On n'en sort jamais par le haut. On n'en sort qu'en posant le seau. Au fond de tout ça, je crois qu'il y a une attente, très ancienne, très silencieuse. On attend un regard qui nous dirait enfin que c'est bon, qu'on a assez fait, qu'on a le droit de souffler. Le regard d'un parent qui n'était jamais tout à fait content, d'un patron, d'une personne précise, parfois de quelqu'un qui n'est même plus là pour nous le donner. On avance dans la vie, la main un peu tendue, en attendant que quelqu'un, enfin, nous dise « Voilà, c'est gagné, tu peux t'arrêter ». Et ce regard ne vient pas. Ou il vient une seconde, et il s'efface aussitôt, et on se remet à attendre le suivant. Il y a, dans la vieille sagesse stoïcienne, une idée plus rare que les autres, plus rude aussi. On la croise moins souvent parce qu'elle fait un peu peur la première fois. Marc Aurèle, qui portait pourtant le poids d'un empire entier sur les épaules, se la répétait la nuit pour tenir. N'attends rien de personne. Vraiment personne. Tout se joue au-dedans de toi. C'est dur à entendre, je sais. On a tellement envie que ça vienne du dehors, que quelqu'un nous valide, nous choisisse, nous trouve enfin assez. Mais ce regard qu'on guette depuis si longtemps, même s'il arrivait, parfait, entier, il ne tiendrait pas. Il s'userait comme le reste, en quelques jours, et on en redemanderait. La paix qu'on cherchait dans les yeux des autres, elle attendait au-dedans, tranquille, depuis le début. Personne ne peut nous la donner. Et c'est exactement ça qui rend libre. Parce que si personne ne peut nous la donner, alors personne ne peut nous la reprendre non plus. Ni un silence, ni un départ, ni un jugement. Le jour où on cesse de tendre la main vers le dehors, quelque chose de très lourd qu'on portait depuis l'enfance glisse enfin de nos épaules. On n'a plus besoin de la permission de personne pour avoir le droit d'exister. Vous l'avez aussi ce jour, ce fameux jour qu'on attend très longtemps et dont on se souvient étonnamment mal, le jour où on a enfin obtenu ce qu'on visait depuis des mois, ce pourquoi on s'était levé tôt, privé, accroché. On y est, enfin, on l'a. Et dans le calme qui suit, à la place de la grande vague espérée, une petite voix gênée murmure « Et maintenant ?»
On l'avait tellement voulu, et une fois là, c'était simplement ça. Pour vous, c'était peut-être une personne, celle qu'on voulait à tout prix, dont un seul regard suffisait à remplir les journées. Le soir où elle a fini par dire oui, où vous teniez enfin ce que vous désiriez tant, il y a eu, très loin sous la joie, un calme étrange que vous n'avez avoué à personne. Ou bien c'était un projet, un examen, un dossier préparé pendant des mois. Le jour où c'était gagné, vous avez prévenu 2 ou 3 personnes, vous avez souri, et le soir il restait surtout une drôle de fatigue, et un grand creux, là où il y avait eu, si longtemps, un but à viser. Et voici ce que j'ai fini par comprendre, et c'est presque doux quand on le voit. Ce qui brillait, c'était notre désir, posé sur la chose comme un projecteur sur une scène de théâtre. Tant qu'on court, le projecteur l'éclaire, et elle semble rayonner. Une fois la chose entre nos mains, la course s'arrête, la lumière s'éteint, et il reste un objet tout simple qui n'avait jamais demandé à porter autant. Il y a autre chose encore dans ce creux qu'on ose rarement s'avouer. Pendant des mois, parfois des années, on a été celui qui vise, qui se bat, qui avance vers quelque chose. Ça avait fini par faire partie de nous, comme un compagnon de route, une raison de se lever. Et le jour où on y arrive, ce compagnon s'en va. On ne sait soudain plus très bien qui on est sans cette montagne à gravir devant soi. Il y a comme un petit deuil là, tout en haut. Le deuil silencieux de la personne qu'on était tant qu'on cherchait encore. Et c'est souvent pour ne pas sentir ce vide-là, pour ne pas rester une seconde sans direction, qu'on se choisit aussitôt, presque en panique, une nouvelle montagne. À cet endroit, le découragement peut monter. Si rien ne tient ce que ça promettait, à quoi bon vouloir encore? Restons-y quand même un instant parce qu'il y a là une porte étroite, et elle donne sur du solide. Épictète avait commencé sa vie esclave, privé même du droit d'aller où il voulait, et c'est dans ce dénuement total qu'il a trouvé une liberté que les hommes libres autour de lui cherchaient en vain. Son idée tient en peu de mots. Il y a ce qui dépend de nous, et il y a tout le reste. Et le reste est immense. Pensez à quelqu'un qui tire à l'arc. Le souffle posé, la main sûre, la visée juste. Il fait tout comme il faut, il lâche la flèche. Et au dernier mètre, une rafale de vent la dévie. Son geste était parfait, le vent, lui, ne lui appartenait pas. Le vent n'a jamais appartenu à personne. Et pourtant, presque chaque soir, on se couche en remâchant un résultat qui tenait à l'humeur d'un inconnu, à 1000 choses hors de notre portée. On porte sur les épaules le poids de tempêtes qu'on n'a jamais levées. Le jour où cette frontière devient claire, quelque chose se dépose en nous. On donne tout à notre geste, parce que le geste, lui, est vraiment à nous. Et le résultat, on le rend au vent. Il y a une autre chose plus grave qu'on découvre souvent trop tard. Cette course a un prix, et il se paie en années. Vous est-il déjà arrivé de retrouver une vieille photo de vous, plus jeune? On y cherche son visage, ses cheveux d'avant, et soudain quelque chose serre sans prévenir. Parce que ce jeune homme, cette jeune femme sur la photo, rêvait d'une vie. Et si on est honnête, en regardant bien, on s'aperçoit qu'une bonne partie de cette vie rêvée, on l'a. Le travail qu'il espérait, les gens qu'elle voulait autour d'elle, le toit, la liberté, les choses qu'on n'osait même pas demander à l'époque. On a rejoint, sans s'en rendre compte, la vie dont on rêvait à 20 ans. Et on ne l'a pas vue passer, parce qu'on était déjà occupé à en désirer une autre. Et c'est ça le plus troublant. On a déjà dépassé nos propres rêves d'avant. On vit, en ce moment, dans le futur que quelqu'un, en nous, attendait avec tant d'espoir. Et on le traverse les yeux baissés vers le manque suivant. Les années qu'on donne à la course, on ne nous les rend pas. C'est la seule chose vraiment à nous, le temps, et c'est la seule qu'on dépense sans jamais la compter, pour des choses qu'on aura souvent oublié d'avoir voulu.
On nous a appris très tôt à quoi ressemble une vie réussie. On ne nous l'a pas dit avec des mots, on l'a respiré dans l'air autour de nous. Une vie réussie, c'était gagner plus, monter, avoir un titre qu'on peut prononcer fièrement quand on vous demande ce que vous faites, une voiture qui dit quelque chose, des vacances qui se racontent, une maison de plus en plus grande à mesure que la famille parfois devient plus petite. Et l'argent, au centre de tout ça, comme une promesse. La promesse qu'un jour, quand il y en aura assez, on sera enfin tranquille, qu'on pourra dormir sans calculer, qu'on n'aura plus peur. Sauf que ce chiffre, ce montant qui devait nous rendre tranquilles, il recule lui aussi, comme tout le reste. Demandez autour de vous, demandez à quelqu'un qui gagne 3 fois ce que vous gagnez il y a 10 ans. Il vous dira souvent qu'il a toujours au fond la même petite inquiétude. Parce que ce qu'on cherchait derrière l'argent, au fond, c'était autre chose. La sécurité, le sentiment d'être à l'abri, peut-être même celui d'avoir une valeur. Et ça, aucun montant ne l'a jamais vraiment apporté à personne. On peut passer 30 ans à courir après une sécurité qui vit, en réalité, à un endroit que l'argent ne touche pas. On le voit bien d'ailleurs chez ceux qui sont arrivés tout en haut. Ceux qui ont, sur le papier, gagné la course. On les imagine forcément en paix avec tout ça. Et puis, il arrive qu'on les écoute dans un moment de sincérité et on entend la même petite inquiétude que la nôtre, à peine déplacée un cran plus haut. Le même manque, avec une plus belle vue. Parce que la chose qu'on cherche ne se trouve pas plus loin sur l'échelle. Elle est ailleurs, dans une direction que l'échelle, justement, ne monte pas. Je ne dis pas que l'argent ne compte pas. Bien sûr qu'il compte. Manquer du nécessaire, c'est une vraie souffrance, et personne n'a à s'excuser de vouloir mettre les siens à l'abri. Je parle d'autre chose, de ce moment où le nécessaire est là depuis longtemps et où on continue de courir comme s'il manquait encore, parce qu'on a confondu être à l'abri et avoir toujours davantage. Il y a une question que peu de gens osent se poser, et pourtant elle change tout. Le jour où je ne serai plus là, qu'est-ce qui aura compté ? Posez-la vraiment, ce soir. Personne, à la fin de sa vie, ne regrette de ne pas avoir passé plus d'heures au bureau. Personne ne se dit qu'il aurait dû répondre à quelques mails de plus ou viser un chiffre encore un peu plus haut. Ceux qui regardent en arrière parlent d'autre chose. D'un éclat de rire à une table, d'une main tenue, d'un voyage fait à temps ou jamais fait, de gens qu'ils auraient dû appeler, de présence, toujours de présence. C'est troublant quand on y pense, qu'on connaisse déjà la réponse. On sait au fond ce qui comptera vraiment. On le sait depuis le début. Et pourtant, on organise des journées entières, des années entières, autour de tout le reste. Réussir sa vie, c'est peut-être tout simplement réussir à être là pour les quelque chose qui, à la fin, seront les seuls à rester. Les visages, le temps donné sans le compter, les moments simples qu'on a vraiment habités. Le reste, ce qu'on montre, ce qu'on accumule, ce qui impressionne, tout ça, on le laissera sur le pas de la porte, comme on quitte un costume à la fin d'une longue journée. Et ce qui partira avec nous dans le silence, ce sera seulement la quantité d'amour qu'on aura osé donner et recevoir. On le sait. Ça aussi, on le sait déjà. Mais ça fait du bien parfois qu'on nous le redise, à voix basse, un soir comme celui-ci. On croit longtemps que le manque se remplit avec du plus. Alors on ajoute, on achète, on accumule, on garde. Et on finit, sans s'en rendre compte, par crouler sous le contraire de ce qu'on cherchait. Ouvrez un tiroir chez vous, au hasard. Il y a de fortes chances qu'il soit plein de choses que vous n'utilisez jamais. Des câbles qui ne vont plus avec rien, des objets gardés au cas où, un placard de vêtements dont vous ne portez en vérité qu'une petite poignée, toujours les mêmes.
On a tout ça, et pourtant le matin, devant l'armoire pleine, il arrive qu'on se dise qu'on n'a rien à se mettre. Chaque chose qu'on possède demande quelque chose en retour. Il faut la ranger, la nettoyer, la réparer, la recharger, l'assurer, y penser. On croit posséder nos objets, et très souvent ce sont eux qui nous tiennent, un peu, par une laisse invisible. Plus on en a, plus il y a de fils qui partent de nous vers des choses dont il faut s'occuper. Et il n'y a pas que les objets. Il y a aussi le trop de choix. Le soir, fatigué, on s'installe pour se détendre, et on passe 20 minutes à faire défiler des centaines de films sans réussir à en choisir un seul. On finit par éteindre, vaguement là, sans avoir rien regardé. L'abondance qui devait nous libérer nous a laissés plus vides qu'avant. Vous l'avez sûrement remarqué, à l'inverse, ce moment étrange où l'on se sépare de quelque chose, on donne un sac de vêtements, on vide une étagère, on libère une surface, et au lieu d'un regret, c'est une légèreté qui vient. La pièce respire mieux. Et bizarrement, nous aussi, comme si, en allégeant l'espace autour de nous, on allégeait aussi quelque chose à l'intérieur. C'est qu'on s'était trompé d'adresse. On versait des choses dans un manque qui n'était pas un espace à remplir. On peut entasser autant qu'on veut, ça ne se comble pas par là, et pendant ce temps, le poids, lui, augmente. Les gens qui ont traversé un grand vide, un déménagement forcé, une perte, un départ avec une seule valise, le racontent souvent de la même façon. La peur de manquer de tout. Et puis la surprise. La découverte qu'avec très peu, on vit, et parfois on respire mieux qu'avant. Que la plupart de ce qu'on traînait ne nous manquait pas vraiment. Qu'on s'était habitué à porter, sans même le sentir, une charge énorme. Avoir moins, au fond, c'est surtout faire de la place. De la place pour les rares choses qu'on aime vraiment et qui se perdaient au milieu de toutes celles qu'on ne faisait que tolérer. De la place aussi dans la tête et dans les journées. Et la vie, la vraie, celle qui compte, n'a jamais demandé beaucoup de place. Elle tient dans très peu. Un coin tranquille, quelques visages, de quoi manger, de quoi se poser. Le reste, le trop, c'est souvent juste du bruit qu'on a accumulé pour ne pas entendre le silence dont on parlait tout à l'heure. Parlons maintenant du vivant. Il y a un endroit où ce manque permanent n'existe pas. Un endroit où rien ne court, rien ne se compare, rien ne veut être un peu plus. C'est juste dehors. C'est le monde vivant. Regardez un arbre, vraiment, la prochaine fois. Il ne cherche pas à être plus haut que celui d'à côté. Il pousse vers la lumière, à son rythme, celui que lui permettent sa terre et ses saisons. Quand vient l'automne, il laisse tomber ses feuilles sans en faire un drame. L'hiver, il reste nu, immobile, sans la moindre honte d'avoir l'air moins beau qu'en juin. Et au printemps, il recommence. Il n'a jamais lu nulle part qu'il devait faire mieux que l'an dernier. Un champ de blé en plein été ne se presse pas, les épis se balancent, les insectes vibrent dans la chaleur, et la lumière s'étire pendant des heures, ces longues soirées qui n'en finissent pas. Tout cela arrive exactement quand ça doit arriver. Le blé ne s'inquiète pas d'être en retard. La saison ne se demande pas si elle a assez fait. Pensez à un chat allongé dans un carré de soleil. Il est entièrement là. Pas une fibre de lui n'est en train de penser à la sieste suivante. Pensez à un chien en promenade, le nez collé au sol, ivre d'odeur, complètement dans l'instant, comme si ce bout de trottoir était le centre du monde. Les animaux ne remettent pas leur vie à plus tard. Ils n'ont qu'un seul temps, le présent, et ils l'habitent en entier. Ou pensez à la mer. Elle avance, elle recule, depuis des millions d'années sans jamais se presser, sans jamais chercher à faire une vague un peu plus haute que la précédente. On peut rester assis devant elle pendant des heures, à ne rien faire d'autre que suivre ce mouvement qui ne mène nulle part, et en repartir étrangement apaisé, lavé de quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Comme si elle nous rappelait, dans son va-et-vient tranquille,
qu'on a le droit, nous aussi, d'aller et venir simplement, sans avoir à arriver quelque part. Dans la nature, rien n'est jamais en retard. L'hiver n'est pas un été raté, la nuit n'est pas un jour qui a échoué. Chaque chose vient en son temps, occupe sa place, et s'en va quand c'est l'heure, sans se comparer à rien. Et nous, on appartient à ce monde-là. On l'oublie, enfermé dans nos têtes et nos écrans, mais notre corps, lui, s'en souvient. Vous l'avez sûrement déjà senti. Après un moment dehors, vraiment dehors, à marcher dans une forêt, à s'asseoir au bord de l'eau, à regarder un feu, quelque chose en nous ralentit. La respiration descend, les pensées s'espacent. On a l'impression de retrouver une vitesse plus juste, une vitesse qu'on avait perdue sans s'en apercevoir. C'est peut-être pour ça qu'on se sent si bien en vacances, le premier vrai jour de repos, quand on s'assoit enfin quelque part sans rien à faire. Le lieu y est pour quelque chose, bien sûr, mais il se passe autre chose, de plus profond. Quelque chose en nous se recale, sans qu'on l'ait décidé, sur le rythme du vivant. Celui qui ne connaît pas le mot davantage. La nature n'a aucune idée de ce que veut dire en vouloir plus. Pour elle, l'état normal, c'est assez. Une fleur ne fait pas une fleur de trop. Une rivière coule, simplement, sans chercher à couler mieux. Ou penser à la mer. Elle avance, elle recule, depuis des millions d'années sans jamais se presser, sans jamais chercher à faire une vague un peu plus haute que la précédente. On peut rester assis devant elle pendant des heures, à ne rien faire d'autre que suivre ce mouvement qui ne mène nulle part, et en repartir étrangement apaisé, lavé de quelque chose qu'on n'arrive pas à nommer. Comme si elle nous rappelait, dans son va-et-vient tranquille, qu'on a le droit, nous aussi, d'aller et venir simplement, sans avoir à arriver quelque part. Dans la nature, rien n'est jamais en retard. L'hiver n'est pas un été raté, la nuit n'est pas un jour qui a échoué. Chaque chose vient en son temps, occupe sa place, et s'en va quand c'est l'heure, sans se comparer à rien. Et nous, on appartient à ce monde-là. On l'oublie, enfermé dans nos têtes et nos écrans, mais notre corps, lui, s'en souvient. Vous l'avez sûrement déjà senti. Après un moment dehors, vraiment dehors, à marcher dans une forêt, à s'asseoir au bord de l'eau, à regarder un feu, quelque chose en nous ralentit. La respiration descend, les pensées s'espacent. On a l'impression de retrouver une vitesse plus juste, une vitesse qu'on avait perdue sans s'en apercevoir. C'est peut-être pour ça qu'on se sent si bien en vacances, le premier vrai jour de repos, quand on s'assoit enfin quelque part sans rien à faire. Le lieu y est pour quelque chose, bien sûr, mais il se passe autre chose, de plus profond. Quelque chose en nous se recale, sans qu'on l'ait décidé, sur le rythme du vivant. Celui qui ne connaît pas le mot davantage. La nature n'a aucune idée de ce que veut dire en vouloir plus. Pour elle, l'état normal, c'est assez. Une fleur ne fait pas une fleur de trop. Une rivière coule, simplement, sans chercher à couler mieux. On fait tout en même temps et plus rien tout à fait. Pensez à une journée ordinaire. On mange en regardant un écran, et 5 minutes après, on serait incapable de dire ce qu'on a avalé. On marche dans la rue avec une voix dans les oreilles, l'esprit déjà à destination, sans voir le ciel ni les visages qu'on croise. On regarde un film en répondant à des messages, et le lendemain, on ne se souvient ni vraiment du film, ni vraiment des messages. On est partout un peu, nulle part complètement. La vitesse nous avait fait une promesse, faire plus de choses dans le même temps et donc, croyait-on, vivre plus. Mais c'est l'inverse qui est arrivé. À force de tout faire à moitié, en pensant déjà à la suite, on n'habite plus rien. On a gagné du temps et perdu les moments.
Faire une seule chose à la fois, pleinement, est devenu presque un art oublié. Laver la vaisselle en lavant simplement la vaisselle, les mains dans l'eau chaude, sans podcast, sans liste qui tourne. Marcher en marchant vraiment, en sentant l'air sur la peau, le sol sous les pieds, le mouvement du corps. Écouter une chanson en ne faisant que l'écouter, les yeux fermés, jusqu'au bout. Ça paraît dérisoire dit comme ça. Et pourtant, quand on essaie, on découvre une chose étrange. Ces gestes minuscules, faits lentement, un seul à la fois, se mettent à contenir quelque chose, une densité, une paix qu'on ne trouvait nulle part dans la course. Parce que la lenteur, au fond, est une forme de respect. Le respect de la chose qu'on est en train de faire et du temps qu'on est en train de vivre. C'est dire à ce moment-là, par nos gestes, « Tu mérites toute mon attention, je ne suis pas déjà ailleurs ». Et c'est peut-être la plus discrète des libertés. Dans un monde qui nous veut rapide, dispersé, toujours en train de faire deux choses, choisir d'en faire une seule, calmement, c'est une petite rébellion silencieuse. Une façon de reprendre, geste après geste, la vie qu'on s'était laissé voler par la vitesse. On n'a pas besoin de ralentir toute son existence d'un coup. Juste parfois un geste, un seul, fait lentement, en entier. C'est déjà revenir un peu à la maison. Pendant qu'on court après ce qui manque, il y a des gens, juste à côté de nous, qu'on ne voit presque plus. Vous connaissez cette scène. Vous êtes à table avec quelqu'un que vous aimez, votre corps est là, votre assiette est devant vous, mais votre tête est ailleurs, dans le travail de demain, dans une inquiétude, dans le téléphone posé près de la fourchette qui s'allume et qu'on regarde du coin de l'œil. La personne en face parle et on répond « oui, oui », sans avoir vraiment écouté. Un enfant tente un dessin ou dit « regarde, regarde ce que je fais », et on dit « oui, mon chéri, très bien », sans lever les yeux. On était occupé. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Et l'enfant, lui, apprend doucement que l'attention est une chose rare, qu'il faut presque mériter, qu'on l'accordera peut-être plus tard. Le plus douloureux, c'est l'histoire qu'on se raconte pour justifier tout ça. On se dit qu'on court pour eux, qu'on travaille tant, qu'on veut tant, pour leur offrir mieux, pour les mettre à l'abri, pour leur préparer un avenir. Et c'est sincère souvent. Mais pendant qu'on prépare leur avenir, on rate leur présent. On leur donne des choses et on se rend absent de la seule chose qu'ils nous réclament vraiment. Nous. Là. Les yeux dans les yeux. Parce que personne, jamais, n'a eu besoin qu'on lui offre plus pour se sentir aimé. Ce dont on a besoin, c'est d'être regardé. Vraiment regardé, senti, écouté pour de bon une fois, sans qu'on pense déjà à autre chose. Essayez un de ces soirs, posez tout, le téléphone dans l'autre pièce, et écoutez quelqu'un que vous aimez complètement, comme si rien d'autre n'existait pendant 5 minutes. Regardez ce qui se passe. La plupart des gens, sous une attention vraie, s'ouvrent comme une fleur. Ils parlent plus librement, le visage se détend, quelque chose s'allume. On leur a donné la chose la plus rare du monde aujourd'hui, une présence entière. Ça ne coûte rien, ça ne s'achète pas, ça ne demande pas d'avoir réussi ni d'avoir plus. C'est gratuit et disponible, tout de suite, ce soir. Et ce ne sont pas seulement nos proches. Pensez à ces amitiés qui comptaient tellement et qu'on a laissé se distendre tout doucement, faute de temps. On se dit qu'on appellera bientôt, qu'on se verra dès que ce sera un peu moins chargé. Les semaines passent, puis les mois, puis les années, et le lien se défait sans bruit, emporté par la course, alors que l'affection, elle, était restée intacte. On a tous, quelque part, un visage qu'on aurait voulu rappeler et qu'on a remis à plus tard une fois de trop.
L'amour ne vit pas dans les grandes choses qu'on remet à plus tard, le grand voyage qu'on fera un jour, le temps qu'on passera ensemble quand ce sera plus calme. Il vit dans les petits instants présents qu'on enjambe sans cesse en allant vers la suite. Un café partagé sans regarder l'heure, une main qu'on garde dans la sienne une seconde de plus. Une vraie conversation, le soir, dans le noir, avant de dormir. Et là encore, personne à la fin ne regrette d'avoir trop aimé, ni d'avoir été trop présent pour les siens. Les regrets vont toujours dans l'autre sens, vers les fois où on était là sans y être, vers les mots qu'on a remis à demain, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demain. La présence, c'est peut-être la seule chose qui rassasie vraiment, et qu'on puisse, dans le même geste, offrir et recevoir. Et elle ne demande rien d'autre que de cesser de courir, le temps d'un regard. Il y a une chose qu'on évite de regarder, et c'est sans doute elle qui éclaire tout le reste. Un jour, tout ça s'arrêtera. Pour vous, pour moi, pour ceux qu'on aime. Je sais, ce n'est pas le genre de phrase qu'on a envie d'entendre un soir d'été. Mais restez un instant. Parce que cette idée, quand on la laisse vraiment entrer, est peut-être la plus douce de toutes. On vit, la plupart du temps, comme si on avait l'éternité devant nous. C'est pour ça qu'on remet, qu'on court vers plus tard, qu'on se dit qu'on profitera quand, qu'on appellera à quand, qu'on ralentira à quand. Au fond de nous, sans jamais le formuler, on croit qu'il y aura toujours un après pour rattraper. Les anciens, eux, faisaient l'inverse. Ils gardaient la pensée de la fin tout près, pour se réveiller, pour se rappeler, chaque matin, que la journée qui commence n'était pas due, qu'elle est un cadeau qu'on aurait pu ne pas recevoir. Faisons un petit calcul doucement. Si vous aimez l'été, il vous reste peut-être 30 ou 40 étés à vivre. Pas des milliers. 30 ou 40 soirs comme celui-ci, où la lumière s'attarde au-dessus des toits. C'est peu quand on le pose en chiffres. Et c'est immense aussi, si on décide d'en habiter vraiment un seul. Pensez à quelqu'un que vous aimez et qui prend de l'âge. Un parent peut-être. Le nombre de fois où il vous reste à partager un repas avec lui, à entendre sa voix au téléphone, ce nombre n'est pas infini. Il est même, si on est honnête, plus petit qu'on ne voudrait le croire. Et pourtant, ces moments-là, on les traverse souvent distraits, la tête ailleurs, vers la course. Si je dis ça ce soir, c'est seulement pour rendre les choses à leur juste poids. Parce que devant cette vérité-là, le toujours plus devient soudain un tout petit. La marche suivante, le chiffre plus haut, le regard des autres, tout ça pâlit d'un coup, à côté du simple fait presque incroyable d'être encore là, vivant, ce soir, à respirer, avec des gens à aimer et une lumière qui descend doucement. Savoir que ça finit, c'est exactement ce qui pourrait nous autoriser à nous arrêter de courir, parce qu'on comprend enfin que le but n'a jamais été d'arriver quelque part. Il n'y a nulle part où arriver. Il y a seulement ce passage, court, lumineux, qu'on appelle une vie, et la chance inouïe d'en être. Le temps qu'on passe à vouloir plus et du temps qu'on ne passe pas à être là. Et c'est peut-être la seule chose que les anciens essayaient vraiment de nous dire à travers les siècles. Réveille-toi pendant que tu es vivant. Tu n'auras pas ce soir 2 fois. Il y a une chose qu'on sait tous faire et qu'on fait sans même y penser, peut-être 1 fois par jour. Un ciel en fin de journée. La lumière baisse, le ciel passe par des couleurs qui n'ont pas de nom. On n'essaie pas de le garder, de le rendre nôtre, de l'emporter. On le reçoit simplement, et ça suffit. Et c'est exactement pour ça qu'il nous remplit. Personne, jamais, ne nous a vendu le manque d'un coucher de soleil. Personne n'a intérêt à nous faire croire que ce ciel-là est trop banal, qu'il nous en faudrait un autre, ailleurs, plus tard. Le ciel,
on le reçoit. Et je crois que beaucoup de la paix qu'on cherche tient dans ce tout petit déplacement. Réapprendre à recevoir ce qu'on a déjà, un peu comme on reçoit un ciel. Vous avez peut-être connu quelqu'un qui savait faire ça naturellement. Souvent, c'est une personne âgée, une grand-mère, un vieil oncle, un voisin d'un autre temps. Quelqu'un qui pouvait rester assis sur une chaise, dehors, une tasse à la main, à regarder la rue, les oiseaux, les gens qui passent, sans s'ennuyer une seconde. Ça nous paraissait étrange, enfant, presque incompréhensible. Comment peut-on rester là, à ne rien faire et avoir l'air si tranquille? On comprend mieux plus tard. Ces gens-là n'attendaient plus rien d'ailleurs. Ils avaient cessé de courir, parfois sans même l'avoir décidé, et ils étaient revenus tout près des choses simples. La chaleur du soleil sur les mains, le goût d'un café, le bruit d'une voix aimée dans la pièce d'à côté. Ils avaient découvert, au bout du chemin, ce qu'on cherche frénétiquement au début, que l'essentiel avait toujours été là, à portée, gratuit, et qu'on était simplement passé devant sans le voir. Et le plus beau, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre d'avoir leur âge pour goûter ça. On l'a déjà goûté, vous et moi, plus souvent qu'on ne croit. Cette première gorgée chaude, le matin, tenue à deux mains quand il fait froid dehors, le moment où on s'enfonce enfin dans le lit après une journée trop longue et où le corps lâche tout d'un coup. Une étreinte qui dure une seconde de plus que prévu. La première bouchée d'un repas quand on a vraiment faim. Un enfant, un animal, qui s'endort contre nous et dont on sent le poids confiant. Dans ces secondes-là, regardez bien, le manque se tait. On ne veut rien de plus. On est exactement là où il faut être. C'est ça le sentiment d'avoir assez. On le connaît parfaitement. On l'a juste rarement appelé par son nom. Le rire partagé qui vous plie en deux et le grand calme juste après. La fatigue pleine et bonne le soir après une journée passée dehors. L'odeur de la pluie sur la terre chaude en été par la fenêtre ouverte. Le moment où l'on retrouve quelqu'un qu'on aime, à une gare, à une porte, et où tout le reste disparaît une seconde. Aucun de ces instants ne nous a coûté quoi que ce soit. Aucun ne nous demandait d'être plus que ce qu'on était. Ils étaient simplement là, offerts, et nous étions assez présents ce jour-là pour les recevoir. Dans un carnet, la nuit, pour personne d'autre que lui, Marc Aurèle notait une chose toute simple, que rien ne nous appartient vraiment, que tout nous est prêté pour un temps, et qu'on peut rendre ce qu'on nous reprend sans en faire un drame, comme on rend une chambre où l'on a bien dormi. Je vais vous dire quelque chose simplement parce que je l'ai vécu. Cette chaîne, il n'y a pas si longtemps, j'ai dû effacer plus de 600 vidéos. 3 ans de travail partis presque du jour au lendemain. Sur le moment, j'ai eu l'impression de perdre une part de moi. Et puis lentement, j'ai compris que je n'avais jamais rien possédé pour de bon, là non plus. Que ce travail aussi m'avait été prêté, le temps de le faire. Ce qui est resté, c'est le plus simple et le plus important. Pouvoir encore vous parler ce soir. Et à ceux qui sont encore là, je voulais juste vous dire merci. Pour les petits mots que vous laissez, pour les partages. Vous ne savez pas vraiment ce que ça représente pour moi. Ce manque qui nous pousse, il ne s'en ira sans doute jamais complètement. Et ce n'est pas grave. On a le droit de le laisser là, dans un coin, tranquille, et d'arrêter de croire que la prochaine chose va le faire taire. On peut très bien vivre avec lui, sans lui obéir. Alors ce soir, vous pouvez ne rien faire de plus que ceci. Laissez votre regard se poser sur une seule chose que vous avez déjà. Une personne, un objet, une lumière, et la recevoir vraiment, une minute, comme on reçoit un ciel. Sans rien vouloir d'autre, juste pour cette minute-là, c'est tout. Rien à obtenir, rien à mériter, nulle part où courir. Vous n'aurez peut-être pas de grandes révélations, et ça n'a aucune importance.
Juste parfois, une chose qui se desserre dans la poitrine et qui, cette fois, ne se referme pas tout de suite vers la suite. Un instant où l'on est simplement là, vivant, suffisant, tel quel. Et au fond, je crois que c'est ça qui nous relie, vous et moi, par-delà nos vies si différentes. La même fatigue d'avoir trop couru, et le même soulagement tout petit quand on s'arrête enfin. Alors avant de se quitter, prenons juste un instant, ensemble. Sentez l'endroit où vous êtes posé en ce moment. Le poids de votre corps qui se laisse enfin tenir par ce qui le porte. Il n'y a rien à faire de plus maintenant. Rien à finir ce soir. La journée est derrière vous. Elle a été ce qu'elle a été. Elle est déjà passée. Demain n'est pas encore là. Il attendra. Il attend toujours. Il n'y a que cet instant, ce souffle qui entre et qui ressort, sans que vous ayez à vous en occuper. Et c'est suffisant. Vous êtes suffisant, tel que vous êtes ce soir, sans rien ajouter. Tout ce que vous avez cherché si loin, si longtemps, était peut-être juste ça, cette paix simple, qui ne demande rien et qui était là à vous attendre sous tout le bruit. Vous êtes là. Et moi aussi, quelque part ce soir, je m'arrête avec vous.